Bonjour à tous les fans de géopolitique. Alors en ce moment, la Chine nous inquiète un peu, elle nous fascine aussi. Alors que ce soit au niveau de la stratégie zéro Covid, son soutien à Vladimir Poutine, la Chine-Afrique, Taïwan, Hong Kong, les routes de la soie. Enfin, bref, impossible d'ouvrir un magazine sans qu'on parle donc de la Chine ou à la télé. Et donc ça tombe bien pour tenter de comprendre un petit peu cette Chine. J'ai avec moi aujourd'hui un spécialiste, Jean-Pierre Cabestan. Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Vous avez été enseignant à Hong Kong, là aussi vous nous expliquerez, et dans différents endroits donc comment du monde. Et vous êtes également un auteur prolifique, parce que je crois que vous sortez quasiment un ouvrage par an sur la Chine et sur Taïwan, et avec le dernier sorti le 22 avril, la politique internationale de la Chine. Avant d'en venir donc à la Chine, je l'ai dit, vous êtes directeur de recherche. Concrètement, en quoi ça consiste? Peut-être que parmi les auditeurs et les personnes qui verront cette vidéo, ça suscitera des engouements. Donc, allez, en quoi ça consiste? Ça consiste à travailler sur des sujets liés à ma spécialité, qui est le droit, les institutions, la politique de l'Asie orientale, mais en particulier de la Chine. Moi, je suis au CNRS depuis 1983. J'étais recruté avec un programme de recherche qui portait sur le droit chinois, sur la réforme juridique et institutionnelle de la Chine de l'après-Mao, de la Chine de Deng Xiaoping. Et en fait, j'ai rejoint la section droit du CNRS qui est devenu droit, normes, société, donc qui rassemble les juristes et les sociologues du CNRS. Alors, pendant une dizaine d'années, j'étais rattaché à un institut de recherche juridique comparative qui est devenu un institut de recherche de l'institution et le droit du CNRS à Ivry-sur-Seine. Et j'ai travaillé beaucoup avec des soviétologues et je crois que ça explique un petit peu aussi mon approche comparative de la Chine, du régime chinois avec les autres régimes de type soviétique, hein, léninistes, qui ont pu exister avant 89 ou 91, avant la fin de la guerre froide. Et donc, moi, j'ai choisi un peu par hasard la recherche. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais je m'intéressais à plein de choses. J'aurais pu être diplomate également, puisque j'ai appris le chinois, puis après le japonais, donc j'aurais pu m'orienter vers la diplomatie. Mais j'ai préféré la recherche. J'ai eu une opportunité dans la recherche assez jeune, à 28 ans, j'ai été recruté, ce qui est assez inhabituel au CNRS. C'est comme ça que je suis devenu, si vous voulez, chercheur et puis auteur. Je pense que j'avais un intérêt pour la zone et cet intérêt c'est jamais essoufflé. Et vous avez des commandes particulières du CNRS ou pas? Ou alors vous avez une totale liberté dans vos choix? Le, le- Au CNRS, c'est un peu comme à l'université. Les programmes de recherche sont décidés par les chercheurs eux-mêmes. Donc, alors, quand il y a des synergies avec d'autres chercheurs, notamment dans le cadre d'une équipe de recherche, moi j'ai fait des travaux comparatifs, notamment avec l'Union soviétique de Gorbatchev, hein, à la fin de l'ère soviétique, entre les réformes de Deng Xiaoping, de Hu Yaoping, qui était un réformiste quand même assez libéral à l'époque, dans les années 80, avant Tiananmen. Et l'époque Gorbatchev, c'était très intéressant. Après, évidemment, les deux pays, la Russie et la Chine, ont évolué dans des directions assez différentes avant de se rapprocher à nouveau aujourd'hui. Mais je pense que le travail comparatif est très utile. Mais ceci dit, les chercheurs sont assez libres, hein, en France en tout cas, de chercher et de travailler sur les thèmes qui leur paraissent les plus intéressants, les plus porteurs. Et moi, ce que je dois dire, c'est que contrairement à d'autres chercheurs qui sont toujours restés spécialisés sur un thème bien particulier. Moi, j'ai beaucoup, vous avez pu le voir à travers mes publications, j'ai beaucoup couvert de terrain et assez, en passant des réformes juridiques, au système politique, à la politique étrangère, à la politique de sécurité. Après, avec la démocratisation de Taïwan, je me suis intéressé évidemment à cette transformation sans précédent du système politique taïwanais, mais aussi des changements dans les relations entre les deux rives du détroit de Taïwan, c'est-à-dire entre la Chine populaire et Taïwan. Et puis, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse à la Chine-Afrique. Donc, je fais beaucoup de terrain en Afrique, ce qui m'amène à voir la Chine, à observer la Chine et à la comprendre de manière différente. Et en élargissant aussi mes centres d'intérêt, puisque je suis obligé de me familiariser avec un terrain qui m'était pas très familier, hein, l'Afrique. Et comme vous savez, il y a 54 pays en Afrique, mais il y a beaucoup à apprendre.
Alors, nous étions rencontrés à Hong Kong. Vous étiez à l'époque prof à Hong Kong Baptist University. Là aussi, c'était un choix délibéré de votre part. Et puis, est-ce qu'il y a des différences dans les systèmes d'enseignement supérieur par rapport au système français? Alors, les chercheurs au CNRS, ils ne sont pas obligés d'enseigner. Moi, j'ai toujours un peu enseigné à la marge. Je faisais le droit chinois, j'ai enseigné la politique chinoise quand j'étais en France. Et puis, après, je suis parti à Taïwan où j'ai ouvert le bureau de Taipei du Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine basé à Hong Kong. Après, j'ai dirigé ce centre pendant 5 ans, entre 1998 et 2003. Mais j'avais pas vraiment jusqu'en 2007, année où j'étais recruté par la Hong Kong Baptist University, j'avais jamais vraiment travaillé dans un environnement universitaire complet. Et là, je suis devenu à la fois bon responsable du département, mais aussi enseignant. Et je dois dire que ça m'a beaucoup apporté d'être en contact avec les étudiants de manière régulière sur les thèmes sur lesquels j'ai toujours travaillé, le système politique, la politique étrangère. Mais aussi la politique japonaise sur laquelle j'ai aussi travaillé. Et donc, ça m'a, je pense, aussi beaucoup appris. Et c'est une expérience intéressante parce que mes étudiants sont en grande partie soit hongkongais, soit de Chine continentale. Et donc, ils ont une perception assez différente de leur système politique, de la politique étrangère de leur pays. Et je pense que l'échange est tout à fait utile et tout à fait fructueux de part et d'autre. Et dans la salle de classe, les deux cohabitent et acceptent les arguments des autres? Oui, alors j'essaie évidemment de convaincre mes étudiants de devenir un peu plus critiques, hein, de prendre une distance par rapport aux politiques. Le problème des étudiants, notamment qui viennent de Chine continentale, c'est moins le cas des étudiants hongkongais, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'esprit critique. Ils pensent que la science politique, c'est répéter la ligne du parti. Et donc, il faut essayer de leur apprendre à comprendre que la science politique, c'est une discipline en soi. On fait de l'analyse. Hein. Il y a une distanciation par rapport à l'objet des études. Et on est obligé d'être à la fois critique, mais aussi objectif et ne pas comment dire, s'aligner sur une position particulière. Donc ça, c'est pas toujours. Et ce qui manque un petit peu aux étudiants en Asie par rapport aux étudiants occidentaux, évidemment, c'est ils sont très timides, ils s'expriment pas forcément facilement en salle de classe et ils sont assez passifs. Et il faut les remuer un petit peu, je dirais, beaucoup plus que les étudiants américains qui ont tendance parfois à parler un peu trop, sans savoir d'ailleurs toujours ce qu'ils disent. Mais enfin bon, ça c'est un autre extrême. Mais sinon, je pense qu'on y parvient et c'est un échange tout à fait intéressant où les différences culturelles sont pas tellement les plus embêtantes à surmonter. Hein. Je crois que ce sont surtout les différences politiques et idéologiques. Et Hong Kong est passé par, comme vous le savez, des changements assez importants. Et aujourd'hui, l'environnement académique, d'une manière générale, est quand même moins agréable qu'il l'a été quand j'ai rejoint Hong Kong en 2007. Hein. Depuis la mise en place de la loi de sécurité nationale en 2020, il y a beaucoup plus d'autocensure, beaucoup plus de prudence. Alors moi, j'essaye d'expliquer à mes étudiants que nous, on n'est pas des politiciens, hein. On ne fait pas de la politique, on fait de la science politique, donc on fait de l'analyse. Et pour nous, il n'y a pas de sujet tabou. Hein. Si on doit parler de Tiananmen, on parle de Tiananmen. Si on doit parler des systèmes autoritaires, des systèmes de parti unique, on parle des systèmes de parti unique. Donc voilà, et jusqu'à maintenant, je crois que cette ligne m'a permis de continuer d'enseigner et finalement, j'ai reçu beaucoup d'emails de mes étudiants, y compris de provenance de Chine continentale, à la fin des semestres d'enseignement. Je veux dire que les réactions en général sont très très favorables, c'est-à-dire qu'ils sont contents d'apprendre, d'étudier les questions politiques de manière différente. En fait, de cette manière, je leur ouvre les horizons et je leur fais comprendre que la science politique, bah, c'est pas forcément la politique. Alors, le lien est tout trouvé avec ma question suivante. Vous êtes un spécialiste de la Chine. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est facile de faire de la recherche sur la Chine? Est-ce que vos contacts en Chine parlent librement? Comment vous arrivez à vous organiser et à décoder éventuellement? Alors, la recherche sur la Chine, notamment dans le domaine politique, n'a jamais été facile, hein, parce que le système politique chinois est plutôt opaque. Le Parti communiste, c'est un peu une société secrète, hein, donc ils disent ce qu'ils veulent, hein, et on n'a pas moyen de vérifier comment les décisions sont prises, comment les responsables sont choisis. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, hein, contrairement aux systèmes occidentaux où tout est public. Hein. Donc, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est devenu beaucoup plus facile, je dirais, à partir des années 80, les années d'ouverture.
Après Tiananmen, il y a eu quelques années difficiles, puis c'est reparti. Je pense que jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'était assez aisé de faire du travail de terrain, d'interviewer non seulement des chercheurs, mais aussi des administrateurs, des fonctionnaires, des personnes de la société civile, des ONG, en fait, ce qui commençait à apparaître comme des ONG. Depuis une dizaine d'années, ça devient plus difficile. C'est certain que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le système est devenu beaucoup plus autoritaire, presque totalitaire, diront certains, et donc le travail de terrain devient plus ardu, y compris d'échanger avec des collègues, hein, des universitaires chinois, des chercheurs. Alors, les domaines où ça reste un plus facile, je dirais, c'est plutôt la politique étrangère. Mais sur le système politique intérieur, sur les évolutions politiques, c'est très difficile. À telle enseigne qu'il est devenu pratiquement impossible de faire des enquêtes de terrain si on est étranger et si on n'est pas associé à une équipe locale. Hein. Donc ça, c'est une difficulté qu'on ne rencontre pas forcément dans les autres pays. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis orienté vers Chine-Afrique, parce que c'est plus facile pour moi en fait, d'interviewer des Chinois en Afrique, à l'étranger, qu'en Chine même. Hein. Et c'est aussi une motivation pour m'éloigner de mon objet afin de mieux le comprendre. Comme on a bien compris, vous observez la Chine depuis très très longtemps. Qu'est-ce qui, dans son évolution, vous a le plus frappé ou le plus marqué? C'est l'extraction de la pauvreté. Hein. Je suis allé en Chine pour la première fois en 1977. La Chine n'était pas miséreuse. Les grandes villes chinoises étaient bien organisées, mais enfin, les gens étaient pauvres. Hein. Les campagnes, les gens étaient très pauvres. Ils mangeaient du riz qui n'était pas blanc, hein. Je peux vous le dire. Il y avait du sable dedans, il était plutôt gris. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de viande, il n'y avait même pas de viande du tout. Il y avait des légumes salés et puis c'est tout. Et donc, il y avait des mendiants, enfin, il y avait vraiment une énorme pauvreté. Et donc, c'est ce qui a le plus frappé, c'est cette modernisation, cet enrichissement des Chinois, cette transformation sans précédent de la société chinoise, son urbanisation, avec la construction de villes immenses qui ne sont pas forcément toujours jolies ni agréables où il est agréable de vivre, mais enfin, en tout cas, c'est une transformation sans précédent. L'autre grande évolution, qui est plus politique, je dirais, c'est cette montée du nationalisme. Évidemment, qui s'explique par cette réussite économique d'une certaine manière, une espèce de fierté d'être chinois, d'être adossé à une civilisation très ancienne, 5000 ans, et qui maintenant est devenue la deuxième puissance économique mondiale et peut-être demain la première puissance. Et donc, ça leur monte un peu à la tête et un peu peut-être trop. Et donc, c'est pas sans risque d'ailleurs pour le voisinage, pour la paix dans la région, pour Taïwan en particulier, hein, comme vous savez, qui est de fait un État indépendant de la Chine populaire et qui voudrait rester, je pense, au moins autonome par rapport au régime politique chinois. Et donc voilà, ça c'est quand même une inquiétude à la fois, donc une réussite économique et puis une inquiétude politique avec un régime qui évidemment peine à évoluer vers plus de démocratie. Et le nationalisme, je dirais, conforte le régime autoritaire que Xi Jinping a consolidé depuis une dizaine d'années. Est-ce que le chinois, j'allais dire chinois moyen, est heureux en ce moment? Oui, je pense que les gens sont assez contents d'une certaine manière. Je parle jusqu'au Covid, hein, jusqu'à la Covid, parce que depuis, les choses se sont un peu compliquées, même si le niveau de vie des Chinois n'a pas vraiment diminué depuis. Mais les gens sont à la fois plus satisfaits de leur vie quotidienne qu'autrefois. Ils sont aussi satisfaits parce qu'ils ne se mêlent pas trop du politique, hein, mais aussi qu'ils restent, pour eux, la vie politique, c'est quelque chose c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des fonctionnaires, c'est l'affaire des cadres du parti, c'est pas leur affaire à eux. Mais aussi parce que, et c'est le résultat de cette distance du politique, c'est qu'il y a une confiance dans le gouvernement, d'après les sondages d'opinion qu'on a pu réunir, hein, c'est une confiance dans le gouvernement qui est autrement plus élevée que dans beaucoup de pays, notamment dans beaucoup de pays démocratiques. Alors, combien de temps ça va durer, c'est difficile à dire, mais pour l'instant, en tout cas, les Chinois ont confiance dans leur gouvernement. Une grande majorité des Chinois ont confiance dans leur gouvernement, en particulier dans le gouvernement central, dans Xi Jinping, dans toute l'équipe au pouvoir à Pékin, un petit peu moins à l'égard de leur gouvernement, les autorités immédiates, mais dans l'ensemble, quand même, c'est une confiance qui dépasse les moyennes des autres pays. Y compris chez les jeunes générations?
C'est difficile de faire une distinction par génération. Je dirais qu'il y a peut-être plus de distance, plus d'esprit rebelle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intéressés aux politiques. Je pense que les jeunes sont encore plus éloignés du politique que les vieux, hein, ou les gens entre deux âges. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont du mal à s'identifier aux recommandations morales et politiques d'un pouvoir qui est extrêmment paternaliste, hein, et protecteur, mais qui parfois est un peu pesant, hein, dans ses recommandations. Je pense par exemple aux restrictions sur les jeux en ligne, ou si vous voulez, tout ce qui est les tatouages, enfin, tout ce que les jeunes privilégient dans leur vie quotidienne. Hein. Donc c'est ça qui les pèse. Mais enfin, d'une manière générale, je pense que les jeunes, pour l'instant, en tout cas en Chine populaire, restent assez distants du politique également. Alors, on va reprendre un petit peu tous les dossiers chauds de la Chine. Est-ce que les Chinois sont au courant de la guerre en Ukraine? Oui, alors, je dois dire qu'à Hong Kong, évidemment, ils sont au courant, mais ils voient ça de loin. Pour eux, c'est quelque chose qui ne les concerne pas forcément. Alors, je ne veux pas généraliser, parce qu'en Chine populaire, je sais que c'est un sujet de division, de débat, et que, bon, on a eu des anecdotes assez amusantes, enfin, si on peut dire. Les gens sont même venus aux mains quand ils ont commencé à débattre de la guerre en Ukraine, savoir qui était responsable, est-ce que c'est les Américains et l'OTAN ou est-ce que c'est la Russie? Je pense que c'est un débat qui divise les élites, en tout cas. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux et dans la propagande officielle, c'est la voix pro-Moscou qui l'emporte. C'est la voix officielle. C'est-à-dire que la Chine veut maintenir une relation étroite avec Moscou et donc a tendance à accréditer toutes les fausses informations qui arrivent de Moscou et de Russie, accusant et confortant justement cette accusation faite à l'OTAN d'être le responsable de cette opération spéciale. La Chine, comme vous le savez, officiellement n'utilise pas le mot invasion. Hein. Elle utilise les termes que Poutine utilise, c'est-à-dire opération militaire spéciale, et donc ne veut pas mettre en danger sa relation avec la Russie. Mais je pense que c'est un sujet qui divise et qui aussi, évidemment, est observé de très près parce que beaucoup de Chinois, et le gouvernement chinois en particulier, ont à l'esprit Taïwan. Et la question, c'est de savoir, c'est que si cette guerre en Ukraine, qui au départ avait été soutenue et perçue comme une espèce de blitzkrieg, une guerre éclair qui aurait permis à Poutine de prendre Kiev et de mettre au pouvoir à Kiev quelqu'un qui soit inférieur à Pékin, pardon, à Moscou, eh bien, cette perspective, évidemment, s'est éloignée. Et donc, aujourd'hui, la Chine est beaucoup plus ennuyée de l'évolution de la situation. Et ça l'amène aussi à réfléchir peut-être à deux fois avant de se lancer dans une opération militaire contre Taïwan, parce que la Chine est en train de mesurer toutes les conséquences du passage, justement, du seuil de la guerre, qui était le sujet du livre que j'ai publié en 2021, à savoir si c'est pas mieux finalement de faire pression sur Taïwan ou sur la mer de Chine du Sud en utilisant cette stratégie des zones grises, plutôt que de outrepasser le seuil de la guerre et d'entrer dans une espèce de créer une incertitude et puis surtout une insécurité qui modifie complètement les règles du jeu et surtout qui rend très difficile le retour à un environnement pacifique. Et ne pensez-vous pas que la stratégie zéro Covid, enfin, qui produit un certain nombre, d'après les journaux, de mécontentement, risque pas finalement d'être une variable dans cette guerre et que Xi Jinping ne pourra pas gérer les deux en même temps, à la fois le soutien à Poutine et ce mécontentement? Non, je pense pas. Et là, c'est bon. Je reste assez confiant dans la capacité du Parti communiste à la fois gérer la société et contrôler la politique étrangère et l'action internationale du gouvernement. Et donc, je pense que, évidemment, la politique zéro Covid a un coût. On le connaît, un coût économique, un coût social. Ça crée pas mal de mécontentement dans les grandes villes chinoises, notamment à Shanghai, aujourd'hui à Pékin et ailleurs, à Xi'an et dans d'autres villes. Mais c'est gérable. Hein. Le parti a un tel réseau de membres, d'une espèce de piétaille de 95 millions de membres, donc environ 7% de la population, qui l'aide à gérer la société, à contrôler les gens, gérer les mécontentements quand ceux-ci surviennent. Et donc, là, je pense que
le pouvoir a les moyens de maintenir son contrôle sur la société, en dépit des mécontentements et puis même des rébellions qui ont lieu dans d'autres domaines, dans pas mal de régions chaque année. Hein, mais ça, je dirais, c'est un peu le quotidien de la Chine. Et je pense que jusqu'au 20e congrès qui aura lieu cet automne, en 2022, il est peu probable que la politique zéro Covid soit fondamentalement modifiée. Hein. Donc, le pouvoir ne veut pas prendre de risques jusqu'au congrès, parce que ce congrès est important pour le parti, pour Xi Jinping, hein, qui doit se succéder à lui-même cet automne. Et puis, je pense que pour ce qui concerne la guerre en Ukraine, les Chinois observent de très près, essayent de voir comment la situation va évoluer. Et surtout, la Chine se prépare à s'adapter, quelle que soit l'issue de cette guerre. Si Poutine voit son pouvoir menacé, la Chine traitera avec ses successeurs. Hein. Il très rapidement s'adaptera. Pour l'instant, ce que j'observe, c'est quand même le maintien d'une relation étroite avec Moscou et la volonté de maintenir une neutralité de façade, mais tout en soutenant quand même de très loin, très nettement la Russie, parce que en fait, dans cette affaire, la Chine ne va pas modifier sa perception du monde et son opposition stratégique, structurelle aux États-Unis, qui est quand même l'ennemi principal de la Chine populaire. Alors, on va faire quelques milliers de kilomètres, on va quitter la Chine et la Russie, on va aller en Afrique. Est-ce que là aussi, on n'est pas à une autre étape de la relation entre la Chine et l'Afrique par rapport à quelques projets qui sont remis en cause, des endettements que l'on découvre très plus importants que prévu? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que ça risque d'être une remise en cause du modèle chinois? Je pense que le croissement de la dette des pays du Sud, hein, en particulier des pays africains à l'égard de la Chine, et puis aussi à l'égard de la Banque mondiale et puis des autres bailleurs de fonds, va obliger la Chine à évoluer. On observe, je veux dire, déjà depuis 2018, une réduction de l'enveloppe qui avait été accordée au groupe de la soie. Hein, à partir de 2018, il y a vraiment déjà une prise de conscience de cette dette et la volonté de Pékin de moins s'exposer et de moins accorder de prêts, d'être plus sélectif. Il y a aussi une évolution qui a été confirmée par le dernier sommet Chine-Afrique de Dakar, hein, en décembre dernier, 2021, où on voit la Chine quand même évoluer vers d'autres projets, plus favoriser des investissements productifs dans des industries et des parcs industriels en Afrique, plutôt que de continuer d'investir uniquement, investir, mettre en place des projets d'infrastructure, c'est-à-dire financés par des prêts, qui sont parfois des prêts concessionnels, mais enfin des prêts qu'il faut quand même tôt ou tard rembourser et qui ont nourri la dette des pays africains. Alors l'image de la Chine en Afrique reste bonne dans son ensemble. Elle n'est peut-être pas aussi bonne qu'elle l'était avant, mais ce qu'il faut noter quand même, c'est que ce n'est pas le seul pays qui a une bonne image en Afrique. Les États-Unis continuent d'avoir une bonne image en dépit d'une présence économique beaucoup moins nette, hein, beaucoup moins importante. Mais ce que je dois dire, c'est que c'est quand même l'Europe qui est le principal, l'Europe et les pays européens qui restent les principaux partenaires des pays africains aujourd'hui. Donc oui, il y a une montée de la présence chinoise, mais la Chine n'est pas la seule à être active en Afrique. Et ce qu'on observe notamment depuis 1 an ou 2, c'est une volonté européenne, mais aussi américaine, hein, d'investir plus, de faciliter les investissements et de concurrencer la Chine là où elle a gagné des points dans les pays africains, donc et plus largement dans les pays du Sud. Donc le jeu reste ouvert et évidemment la Chine n'a pas que des objectifs économiques en Afrique et ailleurs, elle a aussi des objectifs politiques, diplomatiques, et la Chine cherche justement à travers les relations de parti à parti qu'elle a mis en place avec un nombre de partis au pouvoir dans les pays du Sud, à développer des relations privilégiées, à former les cadres, à influencer les élites, et même à les capturer si possible. Alors ça a réussi dans certains pays, ça a été ça a eu moins de succès dans d'autres, mais on voit bien que la stratégie chinoise est quand même extrêmement activiste, hein, extrêmement résolue, notamment en Afrique. Et c'est un investissement à long terme. Hein. La Chine, comme les autres pays du monde, savent que l'Afrique va doubler
voir sa population doubler d'ici 2050. Hein, on aura 2 milliards d'Africains bientôt, dans 30 ans. Et donc, et avec une population jeune, avec il a beaucoup de problèmes, aussi beaucoup de potentiel, donc, et des ressources naturelles, minerais, pétrole et cobalt, lithium, tout ce que cuivre, tout ce dont l'industrie chinoise, l'économie chinoise a besoin pour les années à venir. Donc l'Afrique, mais aussi l'Amérique latine, c'est une partie du monde où la Chine est devenue beaucoup plus active que par le passé. Y compris dans l'enseignement supérieur, hein, enfin, l'enseignement avec les instituts Confucius, les cours de langue, et Oui, puis les bourses d'études pour les étudiants africains. le réseau des instituts Confucius, alors, qui ne s'est pas développé aussi rapidement qu'ils auraient voulu, mais c'est plus dans le nord que dans le sud que la Chine affronte des résistances, hein, puisque certains instituts Confucius aux États-Unis et en Europe ont fermé. Mais c'est surtout les bourses accordées aux étudiants, notamment aux étudiants africains, par la Chine, qui ont beaucoup augmenté et qui sont une manière aussi d'influencer les élites africaines. Et on voit justement dans les votes de l'ONU sur la question ukrainienne, hein, le groupe des pays qui s'abstiennent, ou même sur des sujets plus sensibles liés aux droits de l'homme, comme le Xinjiang ou Hong Kong, ou la situation des données politiques en Chine. Beaucoup de pays du Sud ou s'alignent sur la Chine ou s'abstiennent, donc évitent de confronter la Chine sur ces questions. Comment vous l'avez dit, beaucoup de projets. Allez, peut-être en prendre deux. Le premier, une annonce, enfin une annonce, alors, je ne sais pas si elle est réelle ou pas, d'une deuxième base militaire sur la côte ouest africaine. Est-ce que c'est un fantasme ou un vrai projet? Je crois que pour l'instant, il n'y a rien qui se concrétise. Il se trouve que je suis allé à Bata, au Royaume-Uni, en 2019. Et évidemment, à l'époque déjà, il y avait une entreprise chinoise, je crois, c'était China Harbor, qui modernisait le port civil, afin de l'agrandir. Et donc, il y avait une présence économique chinoise, mais civile, hein, qui était déjà évidente. La question, elle est double, parce que la question, c'est de savoir si la Chine a vraiment besoin d'une base militaire en Guinée équatoriale, dans la partie continentale de la Guinée équatoriale, qui sur le plan géographique, est un très bon emplacement, mais aussi ce qu'elle va en faire. Et je pense que la Chine a un intérêt stratégique à aussi participer, avec d'autres, hein, notamment la France et les pays européens, à la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée, qui est devenu un problème autrement plus aigu aujourd'hui que la piraterie dans le golfe d'Aden, hein, qui a été la cause immédiate, une des raisons D'aller à Djibouti. qui a amené la Chine à mettre en place la base militaire, la base navale de Djibouti en 2017. Mais est-ce que ça suffit pour mettre en place une base navale? Je ne pense pas. Je pense que la Chine s'oriente plutôt vers une base duale, un port civil où il y aurait des facilités portuaires pour les bateaux de guerre chinois. Mais une base navale, pour l'instant, on n'en voit pas encore la trace, on n'en voit pas le projet. Donc on n'a pas beaucoup de signaux dans ce sens-là, même si, comme on le sait, les Américains sont inquiets, et c'est eux qui réinventé l'affaire, hein, qui ont rendu public ce projet, mais côté chinois, on n'a pas beaucoup d'informations, je veux dire. Allez, on va là aussi se déplacer à l'autre bout de l'Afrique, l'Éthiopie. Comment on va, je crois, sur laquelle la Chine fondait de gros espoirs, hein, pour être une sorte de zone de délocalisation, des délocalisations et un axe important dans les routes de la soie. Comment la Chine évalue-t-elle en ce moment l'Éthiopie? La Chine reste très proche de l'Éthiopie, hein, d'abord parce que c'est la Chine qui a construit le chemin de fer, le nouveau chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, qui est en service depuis plusieurs années maintenant. La Chine est aussi présente sur le plan économique, hein, en Éthiopie, avec plusieurs parcs industriels, notamment autour d'Addis Abeba. Et puis, bon, l'Éthiopie, comme on le sait, c'est là où se trouve le siège de l'Union africaine, le nouveau siège de l'Union africaine qui a été construit avec l'aide chinoise, hein. Donc, la Chine a beaucoup investi sur un pays qui est important, parce que c'est un pays de 110 millions d'habitants, peut-être plus, et qui occupe une place stratégique fondamentale dans la forme de l'Afrique. Mais bon, comme on le sait, c'est un pays qui en prend une forme de guerre civile, avec la rébellion au Tigré, qui n'arrive pas à trouver une solution. La Chine a nommé un nouvel envoyé pour la Corne de l'Afrique, qui justement essaye de faciliter un règlement de ce conflit. Donc on voit la Chine plus active aussi sur le plan diplomatique et sécuritaire dans ce pays.
tout en maintenant des relations de parti à parti avec le parti au pouvoir, le parti de Abiy Ahmed. Et donc, la Chine est du côté du pouvoir installé à Addis Abeba, même si elle veut faciliter un règlement de cette crise. Il y a également de très bonnes relations d'ailleurs avec le pays voisin qui est l'Érythrée, un pays très isolé sur le plan politique et diplomatique. Mais je pense qu'il y a une volonté de concurrencer en Éthiopie le rôle des Américains. Les Américains aussi misent beaucoup sur l'Éthiopie, qui est un pays important pour la zone. Et donc, il y a une espèce de concurrence stratégique entre les Américains et les Chinois, et aussi un peu, dans une moindre mesure, les Européens en Éthiopie. Donc, c'est vraiment un des pays sur lesquels la Chine a misé, va continuer de miser à l'avenir, en espérant que cette crise politique interne pourra se résoudre à terme. Alors, on va quitter l'Afrique pour aller dans un autre pays pour lequel je vois peu d'informations dans la relation avec la Chine, c'est la Turquie. Ah, bah, il se trouve que j'étais en Turquie il n'y a pas très longtemps pour donner une conférence à l'université de Galatasaray. Et c'est un pays qui a des relations plus compliquées avec la Chine parce que, comme on le sait, la Turquie est proche des Ouïghours, donc du Xinjiang. Elle est très sensible à la question du Xinjiang et à la situation de la communauté ouïghour au Xinjiang. La Turquie héberge une diaspora ouïghour assez importante et active sur le plan politique, ce qui évidemment irrite fortement les Chinois, qui ont toujours fait pression depuis maintenant plus de 20 ans sur le gouvernement d'Ankara pour réduire au silence ces dissidents ouïghours et en tout cas essayer de contrôler leur influence. Maintenant, Erdogan, évidemment, comme est devenu beaucoup plus prudent à l'égard de la Chine, alors qu'autrefois il était quand même très beaucoup plus prêt à défendre ouvertement la cause ouïghour, mais dans la réalité, aucun gouvernement turc peut vraiment s'aliéner cette communauté qui a des relations étroites avec la société civile turque et donc joue forcément d'une manière ou d'une autre un double jeu. Hein. Alors sur le plan économique, la relation est aussi importante parce que la Turquie a un certain nombre de projets en Chine, mais surtout importe énormément de produits chinois, donc d'un déficit commercial assez important avec la Chine aujourd'hui. Il y avait des tentatives à un moment d'Erdogan d'acheter des matériels militaires chinois, notamment des missiles de défense aérienne. Et sous la pression des Américains, c'est un projet qui a finalement capoté. Erdogan s'est orienté vers des matériels russes, en fait, dans ce domaine. Mais bon, il ne faut pas oublier que quoi qu'il en soit, la Turquie est un pays de l'OTAN, donc on ne peut pas aller trop loin non plus dans son rapprochement avec la Chine. Alors, je suis déjà le directeur des programmes d'une école de management. La Chine, on a vu, a une influence dans un grand nombre de domaines. Au vu de tout ce qui se passe, est-ce que on doit faire, nous, de la Chine un axe prioritaire de notre stratégie d'internationalisation? Je pense qu'il faut faire de la Chine un des axes prioritaires. On ne peut pas l'ignorer. Elle fait partie des pays qu'il faut connaître, avec lesquels il faut dialoguer. Et même dans le contexte actuel, qui est un contexte de plus forte tension géopolitique, aussi de plus forte rivalité idéologique, compétition économique et technologique, je crois que c'est encore plus important qu'auparavant d'étudier et de comprendre ce que veulent les Chinois. Hein. Mais cela étant, ce n'est pas le seul pays. Je pense qu'il faut s'intéresser à tous les émergents et puis les puissances aussi établies, hein, comme les États-Unis ou les émergents comme l'Inde ou le Brésil, hein, des hauts et des bas que ces pays peuvent traverser. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de voir la Chine dans son environnement à la fois régional et international. Régional, ça veut dire que la Chine est aussi très interdépendante d'économies comme le Japon, troisième économie mondiale quand même, ou la Corée du Sud. C'est une économie qui est plus importante sur le plan, sur le plan nominal, si vous voulez, que l'économie russe quand même. Et les autres pays de l'Asie du Sud-Est qui jouent un rôle très important, puisqu'elle enseigne que maintenant, la Chine fait plus de commerce avec l'Asie du Sud-Est qu'avec l'Union européenne. Donc, il y a une intégration régionale qu'il faut observer aussi de près, parce que c'est ça qui est en train de l'emporter aujourd'hui, un peu comme ce qu'on a connu en Europe, avec l'intégration économique, qui fait que
les échanges inter-européens sont beaucoup plus importants que les échanges entre l'Europe et les autres parties du monde. Donc c'est ça qu'on observe. Mais évidemment, la Chine est un peu un pays à part, parce que c'est le seul qui potentiellement, sur le plan militaire, sur le plan économique, et peut-être aussi technologique, pourra défier les États-Unis. Alors, est-ce que la Chine va détrôner les États-Unis? C'est la question. Sur le plan économique, évidemment, la Chine immanquablement va devenir une économie plus importante que l'économie américaine, mais avec 1,4 milliard d'habitants, 4 fois plus d'habitants au moins que les États-Unis, c'est pas non plus, c'est pas très étonnant. Ce qui est plus controversé, c'est de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis sur le plan technologique et militaire. La Chine, sur le plan militaire, dans une ligue unique qui est entre les puissances moyennes que sont le Japon, la Russie, éventuellement la France ou l'Inde, et puis la superpuissance militaire qui sont les États-Unis. Et alors, la question de savoir si elle va rester comme ça dans cette position intermédiaire, ou si elle va petit à petit essayer d'atteindre une parité avec les États-Unis. Là, la réponse, elle n'est pas évidente. Il y a une parité déjà en nombre de bateaux de guerre avec les États-Unis, parce que la Chine a plus de bateaux de guerre que les États-Unis. Mais est-ce que pour autant ces bateaux de guerre sont aussi performants que les bateaux américains, la 6e flotte, les autres flottes américaines? On peut en douter. Et en plus, comme on le sait, la Chine n'a pas fait l'expérience de la guerre depuis plus de 40 ans, et donc on ne sait pas du tout comment elle se comportera dans un scénario de guerre. Elle peut nous réserver des surprises, comme Poutine va réserver des surprises en Ukraine. Donc voilà, le jeu est assez ouvert, mais bon, je pense que la Chine, effectivement, c'est un pays qu'il faudra de plus en plus étudier de près. Merci, on arrive au terme de l'entretien. J'ai un rituel. La dernière question, c'est l'invité qui me la pose. Alors, quelle est la question que vous auriez aimé me poser? Pourquoi vous vous intéressez tant à la Chine? Est-ce que c'est le résultat de sa montée en puissance? Est-ce que c'est une demande des étudiants? Ou est-ce que c'est un intérêt personnel? Bon, j'allais dire un peu de tout. Bon, il y a de mon côté un intérêt pour la géopolitique, et donc on ne peut pas faire l'impasse sur la Chine. C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller très tôt en Chine. Alors, c'était en 91, encore une fois, je trouve ça fabuleux, toute l'évolution qu'il y a eu. Et de se dire, il y a un pays qui a une vision. Alors après, derrière, bien évidemment, rien n'est parfait, et il y a plein d'inconvénients, mais il y a cette vision, et je l'écris très souvent sur les réseaux sociaux, en disant lentement mais sûrement, dans tous les domaines, il y a quelque chose. Donc ça, c'est l'aspect géopolitique. Ensuite, du côté école, nous avons des étudiants étrangers, des étudiants chinois qui viennent étudier. Et donc, la question de se dire, est-ce qu'ils vont continuer à venir étudier, et surtout, quel comportement ils vont avoir dans nos salles de classe, avec des salles de classe, et d'où la question que je vous ai posée, qui sont très interculturelles, avec des Indiens, des gens de Taïwan, des Africains et autres. Et je pense que, au vu des sujets actuels, oui, il faudra tenir compte de tous ces éléments, et assurer librement nos enseignements. Et puis, le dernier point, j'allais dire, il est économique. Nous formons des étudiants qui vont aller dans des entreprises. Et là aussi, les entreprises ne peuvent pas faire l'impasse sur la Chine. On s'aperçoit que tout ce qui se passe, que le risque géopolitique devient de plus en plus conséquent. Dans le risque géopolitique, dans ses différentes natures et déclinaisons, je vois même apparaître de temps en temps le risque d'exposition de son activité à la Chine, par anticipation, notamment par rapport à tout ce qui se passe à la Russie, en disant, en cas de sanctions, comment je pourrais me retrouver et autres. Voilà, donc ce sont tous ces éléments qui font que ça me paraît important, et il faut vraiment aller au fond des choses, parce qu'on est dans des changements qui sont importants. Je crois que là-dessus, on est exactement sur la même longueur d'onde. Je crois que les risques politiques, évidemment, ça fait partie des choses qui... tous ceux qui travaillent dans l'industrie, dans le commerce, vont devoir étudier de manière beaucoup plus attentive dans les années qui viennent. Oui. Et puis, j'allais dire également, pour nous, l'enseignement supérieur chinois est une menace. Les business schools chinoises, enfin,
je fais souvent le parallèle entre l'enseignement supérieur et les autres secteurs d'activité. On a quasiment eu à chaque fois les mêmes choses. On attire d'abord pour récupérer du savoir-faire, de la technologie, et progressivement on s'émancipe en mettant des barrières. Certaines business schools chinoises sont en train de s'implanter à l'étranger. Dans nos systèmes d'accréditation, et notamment EQUIS, qui est le système européen, la Chine a dépassé la France en termes de nombre d'établissements accrédités, et avec des dossiers qui vont extrêmement vite parce que tout est préparé à l'avance. Voilà, donc c'est là aussi, hein, peut-être que nos petits-enfants, quand ils nous diront où il faut aller faire leurs études, peut-être qu'on leur dira il vaut mieux qu'ils le fassent dans une business school chinoise, peut-être en Chine ou implanté en Europe, et donc c'est une menace potentielle. Super. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle la sortie donc, de votre ouvrage, La politique internationale de la Chine. Et peut-être une question indiscrète. Vous êtes déjà en train de réfléchir au prochain ouvrage? Oui, probablement une biographie de Deng Xiaoping, mais ça, c'est un ouvrage pendant 1 an ou 2. Je dois dire que la politique internationale de la Chine, c'est la 3e édition, c'est une édition qui a été complètement refondue, puisque la précédente édition, la 2e édition date de 2015, et entre 2015 et 2022, il s'est passé beaucoup de choses, comme vous pouvez l'imaginer. Je signale aussi mon précédent ouvrage qui est sorti donc à l'automne dernier, qui s'appelle Demain la Chine, guerre ou paix, et qui vraiment est une réflexion sur le risque de guerre, et qui donc au regard du conflit en Ukraine, évidemment, à mon avis, a toute son actualité, c'est une lecture utile également. Merci beaucoup. En tout cas, ça fera l'objet d'autres entretiens. Merci et à bientôt. À bientôt.